BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, vous commencez à l'aimer ce nouveau rendez-vous et vous avez raison. Qu'est-ce que c'est compliqué de tout savoir, tout comprendre dans ce lacis de lois, de règlements. Mais on est là, nos experts sont là, on va encore vous aider comme chaque semaine. Bienvenue dans le club du droit. Oui, chaque semaine, vous le savez, des infos pratiques, des infos juridiques. Dans 2 minutes, l'acte de la semaine, le dossier de la semaine consacré aux SCI, aux sociétés civiles immobilières. Tiens, comment ça marche justement? Vous aurez ensuite la parole au travers de vos questions que vous nous avez laissées sur l'adresse mail. Profitez-en, difficile de faire le tri chaque semaine, tant il y en a. Le club du droit, @bfmbusiness.fr. Auparavant, évidemment, comme chaque semaine, les news de la semaine avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan Maurice, c'est l'immobilier ancien qui bat des records. Bah oui, selon les chiffres publiés par les notaires, effectivement, on assiste à un record des transactions au deuxième trimestre et à une hausse des prix de manière générale. 3% si on prend la moyenne. Si on regarde un peu plus dans le détail, 6,5% à Paris, plus 8,5% à Rennes et jusqu'à 12% en plus à Bordeaux. On attend par contre un ralentissement de cette tendance sur les prochains mois. Alors bien sûr, on peut trouver son logement dans une agence immobilière, sur des petites annonces. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que les notaires eux-mêmes fournissent ce type de service. Ben oui, exactement. On dit souvent que les notaires sont poussiéreux. Non, c'est fini. On les connaît bien maintenant depuis le coup d'envoi du Club du Droit. Si on regarde le Club du Droit, effectivement, ils sont jeunes et dynamiques. On sait que c'est pas complètement vrai. Mais voilà, détrompez-vous, parce que quand il s'agit de vente immobilière, ce sont eux, les notaires, qui ubérisent les professions plus traditionnelles, les agents immobiliers, avec des honoraires réduits, 3 à 4%, contre 5 à 8% avant négociation pour les agences immobilières. Pourtant, voilà, les notaires ne totalisent que 6% des ventes en France. C'est très peu. Et d'ailleurs, le chiffre est en baisse depuis une vingtaine d'années. Il faut savoir que leur activité est plus forte dans le nord de la France et dans l'ouest et qu'ils sont absents en région parisienne. Oui, tiens, justement, les notaires, comme bien d'autres, le marché du droit, ça pèse de plus en plus lourd en France. 31 milliards d'euros contre 24 milliards d'euros l'année précédente. C'est une industrie à part entière. Ben oui, exactement. Le droit, ce sont 432 000 emplois directs en France cette année, en 2017. 17% de ces emplois sont des professionnels qui relèvent du tarif réglementé, c'est-à-dire les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires également. Mais la branche du droit, Fabrice, qui connaît la plus forte croissance, ce sont les avocats. Plus 5 000 avocats depuis 2015. Ils sont aujourd'hui 64 000. À noter qu'un Grenelle du droit aura lieu jeudi 16 novembre pour tenter justement de mettre en place une stratégie commune dans ce domaine du droit, ce secteur du droit qui est très hétérogène. Voilà, et qui pèse de plus en plus lourd, on le disait, 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Allez, une petite info pratique pour terminer, puisque à partir de la semaine prochaine, à partir du 1er novembre, le PACS, le fameux pacte civil de solidarité, se fera en mairie et non plus au tribunal. Exactement. Jusqu'à maintenant, il fallait effectivement se rendre au tribunal pour se paxer. Eh bien, dans un objectif de modernisation, de simplification, c'est plus le cas à partir du 1er novembre. Il faudra aller en mairie. Pas de changement sur les dossiers. Vous fournirez les mêmes justificatifs. Si vous avez prévu de vous paxer avant le 1er novembre, en revanche, il faut continuer à passer par le tribunal d'instance ou par votre notaire. C'est la semaine prochaine, c'est le 1er novembre. Merci Erwan Maurice. Tout de suite donc sur BFM Business, l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Oui, je vous le disais, gros plan aujourd'hui sur la SCI, la Société Civile Immobilière. Et pour tout nous dire des SCI, voici Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour maître. Bonjour à tous. Notaire à Paris dans le 5e arrondissement. Tiens, définition, j'aime bien qu'on définisse de quoi on va parler. Qu'est-ce que c'est qu'une SCI? Alors, une SCI, c'est une société civile immobilière, c'est-à-dire une société par laquelle des associés mettent en commun soit un bien immobilier, soit leur industrie pour poursuivre un but et un intérêt commun. C'est ça, une société civile immobilière dans laquelle, là, il y aura un bien immobilier, Fabrice. Voilà, une société civile qui a une personnalité donc, juridique qui permet donc de gérer à plusieurs, on verra combien justement, un même bien immobilier, une maison, un appartement. Est-ce que c'est forcément
familiale, une SCI? Alors pas toujours, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de SCI dans le domaine familial. Alors il faut être très vigilant parce que, par exemple, le jour où vous achetez un appartement, une maison, vous allez voir que le notaire va vous expliquer que vous avez un délai de rétractation à partir du moment où vous signez la promesse de vente. Eh bien, pour la SCI, vous ne l'avez pas, cette possibilité de rétractation. Donc, il est souvent plus judicieux de signer une promesse de vente en tant que personne physique, de prévoir ce qui s'appelle une clause de substitution dans la promesse de vente et dès le lendemain, dès lors que le vendeur, lui, ne subit aucune conséquence, de substituer une SCI. Alors, on ne va pas griller les étapes. On va voir au fur et à mesure comment on constitue une SCI. Nathalie Cousigou-Suas. Une SCI, elle permet aux membres d'une même famille, quand il s'agit d'une SCI familiale, donc dans des proportions différentes ou pas, ce n'est pas forcément égalité, on le verra, de gérer ensemble donc un ou plusieurs biens commerciaux. Comment est-ce qu'on constitue une SCI? D'abord, combien de membres dans une SCI? Alors, il en faut au moins deux parce qu'a priori, quand on est tout seul, ça n'emporte pas la dissolution, mais enfin, il faut quand même, après, mettre les choses d'équerre. Et au maximum? C'est au moins 2 personnes. À la limite, il n'y a pas de maximum. Mais enfin, après, ça devient beaucoup plus difficile, même s'il y a un gérant. On est bien d'accord. On verra qui est ce gérant. C'est assez souple, parce qu'un mineur peut être membre d'une SCI. Oui, alors, un mineur peut être membre d'une SCI, mais avec des précautions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une SCI, les associés sont tenus indéfiniment des dettes. Donc, imaginez que la SCI ne puisse plus rembourser le prêt, c'est sur le mineur, au prorata de ses parts, que la banque peut se retourner. Donc, bien sûr, il y a des garde-fous, mais il faut être quand même vigilant. De même, imaginez, Fabrice, qu'un jour, la SCI ne comporte qu'un immeuble et que le gérant souhaite le vendre. A priori, maintenant, il y a eu la réforme de l'autorité parentale. Les 2 parents doivent donner leur accord. Donc, ça suffit, on n'a pas besoin d'aller, comme lorsqu'il s'agit d'un autre acte grave, devant le juge des tutelles. Sauf que si les parents ne s'entendent pas, il faudra que ce soit autorisé par le juge des tutelles. Donc, il faut être vigilant afin de faire entrer un mineur dans une SCI. Vous avez raison de nous rappeler tous ces conseils. Durée de vie, 99 ans maximum. Sauf prorogation. Oui, bien sûr. Au départ, il y a forcément un patrimoine immobilier où on peut constituer cette SCI en vue justement de se doter d'un patrimoine immobilier? Alors on peut la constituer en vue. Souvent en fait ce qui se passe c'est que les gens vont créer la SCI à l'occasion de l'achat d'un bien ou pourquoi pas aussi en apportant un bien déjà existant à la SCI. Donc ça, c'est aussi possible. Toujours dans l'étape de comment est-ce qu'on constitue une SCI, il y a des statuts à rédiger, il y a des formalités également. Qui est-ce qui s'occupe de tout ça? Qui est-ce qui fait tout ça? Est-ce que c'est pas un petit peu lourd parfois? Alors, un petit peu formaliste. Ça peut être lourd, mais les statuts peuvent et doivent tout prévoir, justement. Alors, il existe des SCI dites fermées, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, s'il y a un décès ou si il y a l'un des associés qui veut céder ses parts, est-ce que les autres associés auront ce qui s'appelle un droit de préemption? Donc on dit, est-ce que la SCI est plus ou moins fermée? Donc tout ça, les statuts, c'est vraiment du sur-mesure en fonction de la famille que vous avez. On doit tout écrire, y compris le droit de vote des associés, les conditions de vote, de majorité. Voilà, c'est ça. Exactement, voilà. Si on n'a pas écrit, c'est le Code civil, toujours lui, qui va régir les dispositions, la majorité des décisions collectives. Vous l'avez devant vous, c'est le Saint Graal. Le fonctionnement d'une SCI. Qui dirige une SCI? Vous avez parlé d'un gérant, donc un gérant qui est nommé pour traiter les affaires courantes. Qui c'est ce gérant? Alors le gérant, il est choisi parmi les associés de la SCI. Alors dans le cadre d'une SCI de famille, ça sera le père, la mère, généralement bien sûr, qui va gérer la SCI dans l'intérêt de la SCI conformément à l'objet social. Et de quel pouvoir il dispose? Qui décide de ces pouvoirs? Alors, tout ça, les pouvoirs de la SCI, c'est dans l'objet et dans les pouvoirs du gérant, c'est-à-dire c'est dans l'objet social. Donc il faut être très vigilant quant à la rédaction de l'objet social, savoir si on pourra, par exemple, s'il va être cantonné à l'acquisition de tel bien, si on aura l'autorisation de vendre ce bien ou pas. Donc vraiment, l'objet social, il doit être déterminé avec clarté dès le début. Tout doit être écrit dans les statuts. Tout doit être écrit dans les statuts. Y compris les règles de la majorité. C'est pas forcément la majorité, j'allais dire, classique. Il y a des majorités qui s'organisent, des majorités plus ou moins qualifiées. Exactement. Donc c'est vraiment à l'occasion, au sein des statuts, que sont prévus ce qu'on appelle les quorums en fait de majorité. Là encore, si rien n'est prévu, ça sera là, le Code civil. Bon, il y a une assemblée générale qui doit être réunie donc, tous les ans. Tous les ans, classique. Pas qu'elle
soit accusé de fictivité par le Trésor public. Toujours Hein. le Trésor Mais alors, qui veille. attention, en parlant du Trésor public, vous avez très bien dit que c'était une personnalité morale, mais souvent on dit qu'on n'arrive pas à la dissocier de la personnalité de ses associés. Sauf que souvent on pense que la SCI, c'est moi, comme disait Louis XIV, mais pas seulement. Imaginez par exemple qu'une personne est assujettie à l'impôt sur la fiscalité immobilière. Si elle détient son immeuble par une SCI, elle n'aura pas droit à la réduction de 30%, sauf si les statuts prévoient qu'elle a la possibilité d'avoir un droit d'usage et d'habitation des biens, auquel cas elle déclarera non pas ses parts, mais l'immeuble dans son impôt. C'est vrai que le Trésor public, il n'est jamais est loin. partout. La fiscalité, justement, attachée au SCI, quelle fiscalité? Quid des plus-values immobilières, par exemple? Alors, s'il s'agit d'une société civile immobilière classique qui est assujettie ce qu'on appelle à l'impôt sur le revenu, à l'IR, comme disent les spécialistes, par opposition à l'IS, impôt sur les sociétés. En fait, parce que ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre, et on choisit au moment de la constitution de la SCI, Fabrice. Mais imaginez si les actionnaires sont assujettis plutôt à l'IR ou collectivement, au nom de la SCI, à l'IS, c'est exactement. Ça. Alors, si c'est une SCI qu'est-ce que vous recommandez, vous, notaire? Moi, je trouve que quand c'est une SCI familiale, il est préférable de faire, même s'il n'y a pas de réponse systématique, une SCI assujettie à l'IR. Quand même, quand c'est familial, c'est quand même plus traditionnellement l'IR, c'est préférable. Imaginez que la SCI ait acheté un bien il y a 20 ans et que les associés, même s'ils sont détenteurs de parts depuis seulement 10 ans, eh ben, au moment de la vente du bien par la SCI, comme c'est la SCI qui vend, l'antériorité, ça sera au jour de l'achat par la SCI. Tout juste. Alors, on parlait tout à l'heure, et vous l'avez abordé furtivement à propos des mineurs, comment sont répartis les bénéfices et les pertes aussi? Parce qu'évidemment, il n'y a pas toujours des bénéfices, malheureusement. Les bénéfices et les pertes, Fabrice, c'est au prorata des parts de chacun. Les associés sont indéfiniment responsables au prorata de leur apport. Au prorata de leur apport, mais il n'en reste pas moins que c'est indéfiniment. Nathalie Cousigou-Suaz, vous êtes notaire à Paris 5e. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un décès de l'un des membres de la famille de cette SCI? Alors là, c'est très intéressant. Effectivement, malheureusement, quand il y a un décès, les statuts souvent prévoient si la SCI est dite fermée ou pas. Donc dans ce cas-là, souvent dans les SCI familiales, on prévoit que les héritiers dont tout de suite la qualité d'associé, donc remplace ce qu'on appelle l'auteur sur la scène juridique. Mais dans d'autres cas, on peut dire, voilà, il faut une décision de la collectivité des associés, et si vous n'êtes pas agréé, eh bien on devra vous racheter vos parts selon tel processus. Donc en partir librement, c'est pas toujours facile non plus. Voilà, exactement. C'est un peu contraignant ou pas? C'est un peu contraignant, c'est vrai que ce n'est pas neutre, mais vous savez, ce qu'on appelle le pendant, c'est aussi l'achat en indivision. Voilà. C'est aussi, dès lors, vous savez qu'on prend des risques d'acheter ensemble, que ce soit par le biais d'une SCI ou en indivision, il y a à la fois des avantages, mais des inconvénients le jour où vous voulez en partir. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'anti-indivision, la SCI, situation, l'indivision qui peut naître après un décès où les héritiers deviennent propriétaires du bien. Certains veulent en partir, risque de blocage. Le Code civil, il écrit noir sur blanc. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. C'est un bon avantage pour ça? C'est une raison de choisir la SCI? Exactement, mais il ne faut pas que ça soit un piège pour ceux aussi qui veulent en sortir. Bien sûr, parce que l'article dont vous parlez, l'article 815, qui dit « Nul n'est tenu de rester dans l'indivision », c'est-à-dire que c'est celui qui veut partir qui a gain de cause, même s'il n'a que 10% des parts. En revanche, dans une SCI, effectivement, ça va être soumis à la collectivité des associés. Alors, c'est aussi utilisé parfois, même avec précaution, pour des personnes dites vulnérables. Par exemple, des parents qui se disent je ne veux pas que si je disparais, l'appartement soit au nom de mon fils ou de ma fille qui est vulnérable parce que sous un régime de tutelle ou de curatelle, si les frères et sœurs sont d'accord, on va créer une SCI avec les frères et sœurs qui seront gérants. Donc ça évitera peut-être qu'il tombe sous la coupe d'une personne mauvaise, s'il n'a pas été mis sous un régime de protection qui lui ferait vendre le bien. C'est une solution pratique dans bien des cas quand même. La SCI, elle permet d'éviter les embrouilles, clairement. Combien de fois on a dit, et on va le répéter encore une fois, le notaire, finalement, c'est l'ennemi des embrouilles. On essaye de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et souvent, pour éviter les embrouilles, c'est de prévoir pour pas que ça arrive. Alors parfois, effectivement, on ne parle pas de choses très gaies chez nous. Il y a aussi de très belles choses, mais on ne parle pas de choses gaies justement pour pas que ces choses tristes puissent arriver. Une SCI, ça se signe chez un notaire toujours? Alors non, pas nécessairement. Ça peut aussi se signer chez un avocat ou même, pourquoi pas, sur des formulaires Internet. Mais moi, je préconise surtout le sur-mesure. C'est la notaire de Paris 5e qui nous le dit. C'est une bonne solution entre concubins, entre conjoints aussi, la SCI? Alors pourquoi pas? Alors entre conjoints, maintenant, la loi protège
protège énormément le conjoint, l'époux marié quand il y a un décès. En revanche, moi, j'en faisais beaucoup entre concubins qui ne pouvaient pas se marier. On faisait des SCI dites avec usufruit croisé, c'est-à-dire que chaque part était bien déterminée, on regardait bien les apports et les associés avaient mutuellement l'usufruit des parts de l'autre. Donc en cas de décès, l'associé restant restait bénéficiaire de l'usufruit de tout et ne pouvait pas être chassé, Fabrice. Et on va terminer là-dessus. C'est un bon outil pour la transmission du patrimoine. Ça facilite la gestion quelque part d'un patrimoine immobilier. Bien sûr. Très utile. Exactement, tout à fait. Puis on peut transmettre progressivement des parts au fil du temps. C'est ça, justement. Voilà. C'est l'un des intérêts de la SCI, c'est qu'on peut transmettre progressivement le capital à ses héritiers. Ça permet de réduire les droits de donation aussi? Alors, pas nécessairement. Ça, c'est une fausse idée qui traînait dans les années 90, parce qu'on pense souvent, on a fait une SCI, c'est pas assujetti aux droits de donation. Non, les parts sont quand même dans le patrimoine du défunt, mais ça permet, il y a des petits mécanismes de levier par des apports en compte courant qui, eux, vont pas suivre l'évolution de l'augmentation du bien, de transmettre indirectement en franchise d'impôt, en fait, la plus-value de l'immeuble. Ça, c'est une façon aussi de le transmettre. Bon, merci beaucoup Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris 5e. C'était très précis, très intéressant. Tout savoir sur la SCI. Vous restez avec nous sur BFM Business, toujours à la télé, à la radio, bien sûr. Passez-moi le notaire, un autre notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Bah oui, c'est simple, passez-moi le notaire. Il y a une adresse mail qui vous est spécialement donc dédiée, le club du droit @bfmbusiness.fr. Et pour vous répondre cette semaine, c'est Maître Antoine Dejoie. Bonjour. Bonjour Fabrice. Quel plaisir de vous retrouver, Antoine Dejoie, qui est notaire à Vertou en Loire-Atlantique, qui est le vice-président du Conseil supérieur du notariat. Oui, c'est la 3e édition du club du droit. Avalanche de questions. Alors, j'en ai sélectionné 3. On va prendre celle de Jérôme à Sartrouville, c'est dans les Yvelines, bien sûr. Que recouvrent les frais de notaire dans le cas d'une succession? Les fameux frais de notaire, hein, voilà, on y revient. Ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois déjà qu'un bien immobilier fait partie d'une succession, ça passe chez vous obligatoirement. Absolument, absolument. Alors les frais de notaire, on est bien d'accord, c'est différent de la fiscalité successorale. On a évoqué les frais pour les ventes. Là, on a la fiscalité qui est incluse dedans. Avec la fiscalité successorale, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Donc on va être sur un mécanisme différent. On peut cibler sur les frais et de fait, comme vous l'avez laissé entendre, il faut savoir de quel acte on parle. Quelle est la mission du notaire qui est chargé de régler la succession? Alors, tout est bien réglementé par l'État, on va le rappeler, hein, et ces frais, ils vont varier selon le type d'opération. Il y a des frais fixes et des frais variables. Hein. Les frais fixes, c'est notamment le premier acte, je dirais le plus basique, c'est l'acte qui définit qui sont les héritiers. Rien de nouveau pour les héritiers, ils savent bien qui ils sont, mais il faut quand même l'écrire avec certains formalismes, certaines vérifications. Et puis après, on s'occupe du patrimoine. Alors, les sommes fixes, il y a l'acte de notoriété, l'inventaire, donc là c'est simple, hein, j'ai regardé, 58,20 €. Voilà. Principalement, c'est ça, les actes à coût fixe. L'inventaire n'a pas lieu à chaque fois, la notoriété, c'est systématique. Alors ensuite, il faut s'occuper du patrimoine. Les biens immobiliers, vous l'avez évoqué, bien sûr, principalement, parce qu'on pense toujours à ce bien numéro 1. Et l'acte qui s'appelle l'attestation de propriété, c'est l'acte qui constate que les droits du défunt sont transférés à ses héritiers. Cet acte, il va être finalement d'un coût qui est proportionnel à sa valeur. Oui, dégressif, inversement proportionnel même à la valeur du bien transmis. Alors par exemple, pour un certificat de propriété, là aussi j'ai regardé, de 0,5% à 15% de la valeur du bien. Quelle part revient à l'État? Qu'est-ce qui reste à l'étude? Sur une attestation de propriété elle-même, c'est la majorité, c'est environ 70-80% des frais de l'acte qui sont pour le notaire. Tout ça sans compter les droits de succession? Sans compter les droits de succession qui sont à part. Bon, voilà, donc les frais de notaire dans le cadre d'une succession. Question posée par Jérôme à Sartrouville dans les Yvelines. On va prendre celle de Marie-Hélène à Mouans-Sartoux. Là, on est dans le sud-est de la France, dans les Alpes-Maritimes. Comment récupérer un acte original, Antoine Dejoie? De quel acte parle-t-on? Ce n'est pas l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès? C'est l'acte notarié, manifestement. Alors, l'acte original, on ne le récupérera pas, puisqu'il n'y a qu'un seul original chez le notaire, et il reste en la possession du notaire qui ne peut pas s'en dessaisir, en tout cas pendant les 75 premières années, parce qu'ensuite, c'est une archive publique. Mais ça fait déjà une certaine durée, 75 ans, et pendant cette durée-là, le notaire conserve l'original, mais il délivre au client notamment un acheteur par exemple, une copie, on l'appelle la copie authentique. Oui, c'est ça. Mais on peut avoir facilement accès à ces documents?
Si vous êtes concerné par l'acte, pas de problème, vous demandez au notaire de vous fournir cette copie. Et puis n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on pense à une copie matérielle, donc on va prendre l'acte, on va le photocopier, on va en faire une copie ou authentique ou une copie simple. Mais maintenant, la minute, parce que c'est le nom qu'on donne depuis c'est l'original, voilà. L'original, c'est la minute, hein, c'est un très vieux terme, mais on en parle comme ça. Elle est dématérialisée dans plus d'un cas sur deux, et dans quelques années, ce sera pratiquement tous les actes qui seront dématérialisés. Ce qu'on disait la semaine dernière, notamment dans l'acte de vente, justement, maintenant, un quart des signatures se font maintenant de façon dématérialisée. Vous nous dites, le notaire, il est tenu de conserver une copie de l'acte pendant au moins 75 ans, et après, ensuite, ça va aux archives publiques. Hein. L'original. L'original, bien entendu. Si je ne me souviens plus du nom du notaire, comment je fais? Alors, d'une part, parfois le notaire a changé, mais on se souvient du lieu. On peut s'adresser, si on connaissait par exemple l'adresse, à la chambre des notaires qui va vous dire, le notaire qui était à telle époque, à tel endroit, c'est son successeur, il est là, puisque les archives se transmettent dans l'étude. Parce que, pardon, si le notaire est mort, si l'étude elle est incendiée, si l'étude elle est bombardée, comme il y a eu il y a 70 ans, dans la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là? À qui on s'adresse? Alors, on peut ne jamais retrouver l'original. Malheureusement, ça arrive. Beaucoup d'actes font l'objet d'une copie, notamment tous les actes qui ont attrait à l'immobilier. On parle souvent, hein, on en parlait tout à l'heure pour les successions. Tous les actes qui ont attrait à l'immobilier font l'objet d'une formalité, celle de la publicité foncière. Et on peut retrouver toujours, en s'adressant à un notaire, le successeur ou un autre, on demande un certain nombre de renseignements en partant de l'adresse, on trouve le cadastre, le nom de la personne, et on va retrouver toujours un acte. Un notaire qui décède, son étude est forcément reprise par un autre notaire? Absolument. D'accord, c'est bien. Absolument. Même si parfois l'étude, on a même vu des études, c'est moins le cas maintenant, mais qui disparaissent, et on dit que les minutes sont transmises à un autre notaire, et c'est officiel, c'est connu. Bon, c'est comme ça, c'est facile. Bon, c'est très bien. Allez, on prend une troisième question. Alain, à Vincennes, dans le Val-de-Marne, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est risqué d'acheter sur plan? Oui, on va parler de ce qu'on appelle la VEFA, la vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire on achète un logement sur plan. À quoi on doit faire attention, Antoine Dejoueur? Il faut faire attention à pas mal de choses parce qu'évidemment, on achète quelque chose qui n'existe pas encore. Parfois, le terrain est quasiment nu ou les fondations sont en train de se préparer. Donc, vraiment, il faut se dire, je me lance, j'achète quelque chose qui n'existe pas. Alors, pour cela... Alors, il y a plusieurs étapes, quand même. Voilà. Oui, c'est on très parle rigoureux. de quoi? Ce qu'on appelle le contrat de réservation. Voilà, c'est le contrat par lequel on va se lancer dans l'accord avec le promoteur. C'est souvent un promoteur qui vend l'appartement ou une maison sur plan. Les plans sont prêts, le prix, tout un tas d'éléments qui décrivent le bien, mais il faut quand même se lancer. Celui qui achète, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait tenu d'acquérir par ce contrat, mais s'il n'achète pas, alors que le promoteur, lui, à la fin, lui présente le bien conforme au contrat de réservation, à ce moment-là, le client qui ne veut plus acheter devra verser une somme qui ne peut pas dépasser 5%. Le prix qui est fixé au départ par le promoteur, il peut encore changer ou pas? Non. Normalement, il ne doit pas changer. Le prix, il est fixe, fermé, définitif. S'il y a des éléments qui changent, à ce moment-là, l'acheteur n'est plus tenu d'acheter. Le promoteur doit lui présenter le bien qui était objet du contrat de réservation. Je peux me rétracter? Alors, il y a d'une part la rétractation qui existe, comme pour les ventes de biens existants, mais il y a aussi le fait que finalement le promoteur, il ne me propose pas, il a dû changer ses plans, il a dû changer quelque chose, et l'objet de la vente que je projetais, il n'existe plus vraiment. Donc à ce moment-là, oui, c'est vrai, je peux ne plus acquérir puisque ce n'était pas la même chose. Le contrat de vente définitif, il est signé chez vous, chez un notaire? Il est signé bien sûr chez le notaire. Tout ça, c'est toujours un très gros formalisme. Déjà, le contrat de réservation, il a été notifié pour cette fameuse éventuelle rétractation, ce droit de rétractation. Et pour la vente définitive, elle fait l'objet d'un projet assez lourd, il faut bien le dire, parce que comme le bien n'existe pas, il faut donner tout un tas d'indications, tout un tas de documents matérialisés ou dématérialisés que l'acquéreur va pouvoir consulter, vérifier, valider. C'est lourd, mais ça le protège. Et la dernière étape, l'achèvement, la livraison. Donc, au final, pour répondre à Alain de Vincennes, c'est compliqué, c'est risqué ou pas d'acheter sur plan? Il y a un risque, le bien n'existe pas, mais il y a une protection, un formalisme. Et puis le notaire est là, il faut lui poser des questions. Les documents sont plutôt épais, parfois pas dans un langage toujours très simple, parce que c'est très technique, la construction c'est technique, mais le notaire est là pour expliquer. Et les frais de notaire, c'est comme pour le neuf, c'est 2%, c'est ça? Alors voilà, c'est le neuf, on est dans les frais réduits, parce que ce qui change, c'est la taxe. C'est pas la même fiscalité, on passe des droits d'enregistrement, on en avait parlé il y a quelque temps, à la TVA, et la TVA, elle est dans le prix.
Voilà la différence. Donc c'est moins cher, en tout cas, quand on va chez le notaire. Merci beaucoup, donc, Antoine Dejoie, qui est notaire à Vertou, en Loire-Atlantique, vice-président du Conseil supérieur du notariat. Merci à vous. Tiens, le saviez-vous ? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous ? Bon, on l'a vu, hein, le notaire qui joue souvent un rôle de pacificateur, d'ami des familles. On a vu comment, par exemple, la SCI ou même la donation-partage, quand on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines, permettent d'éviter des embrouilles. Les notaires, amis du couple aussi. Tiens, reportage signé Erwan Maurice. Quand on aime, on compte, et parfois la paix des ménages est une guerre de tranchées. La raison, l'argent, sujet sensible dans la vie d'un couple, et c'est pour cette raison que les notaires lui ont consacré il y a quelques jours une conférence animée entre autres par Maître Gaillard-Sérougne. On se rend compte souvent au moment où c'est trop tard, à savoir décès ou divorce, que les gens ne se sont pas posé les bonnes questions au moment où il aurait fallu. Donc on essaye d'anticiper et de prémunir et de prévoir les difficultés éventuelles. Compte commun ou chacun le sien, communauté ou séparation de biens, mariage ou pax, les questions ne manquent pas, le public est venu écouter, interroger. Je suis en couple et je me pose la question de comment gérer au mieux l'argent à deux, se protéger l'un envers l'autre, l'un de l'autre. J'ai beaucoup appris sur les régimes matrimoniaux et sur les différents types de couverture qui existent, sur les risques à éviter. L'an dernier, quelques 240 000 couples se mariaient et dans le même temps, 120 000 divorçaient. L'argent fait souvent l'objet de querelles en cas de séparation. Il existe des moyens simples d'anticiper cette source de conflit. Voilà les notaires, amis du couple également, on l'a vu dans ce reportage. Rendez-vous dans quelques jours sur BFM Business, autre numéro du Club du droit. Comment transmettre son entreprise ? Ce sera l'acte de la semaine, le dossier de la semaine prochaine. Et puis toujours, n'hésitez pas à continuer évidemment à nous abreuver avec vos questions. Le club du droit @bfmbusiness.fr. C'est fini, très bonne semaine.